sur la gauche, vous avez le point de vue du médecin et sur la droite, vous avez ce que le patient peut voir. Donc, ça vous donner une idée de comment commence l'interaction visuellement. Alors, si j'arrive à changer de slide. Je clique dessus. Je suis, il ne se passe rien. En fait, je n'ai pas la main sur la souris. Voilà, merci beaucoup. Donc, la première chose pour parler de qualité médicale, c'est de la définir. Il y a beaucoup de points de vue selon les patients, selon les professionnels de santé, selon les organismes payeurs. Donc, j'ai pris comme exemple une définition qui est assez consensuelle, c'est la définition de l'OMS, qui date de 1982, et qui dit que la qualité médicale, c'est de délivrer à chaque patient l'assortiment d'axes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en termes de santé, conformément à l'état actuel de la science, au moindre coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogène, pour sa plus grande satisfaction en termes de procédures, de résultats et de contacts humains à l'intérieur du système de soins. Donc, c'est une définition qui est complexe, mais qui a la vertu d'aborder les différents aspects, tant du point de vue du patient, qui lui est souvent orienté sur le vécu du soin, maintenant de plus en plus aussi sur l'aspect qualité technique, essentiellement sur le vécu du soin, et puis aussi de parler de ce que pensent les professionnels de santé qui, eux, sont vraiment beaucoup plus dans l'expérience technique et la relation avec le patient aussi. Donc ça, cette définition permet de poser un cadre sur ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, je peux changer de slide, ça j'arrive pas. Merci. Donc, il faut savoir que la qualité de l'interaction, elle est un peu cadrée, elle est dépendante du cadre réglementaire. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé la téléconsultation en septembre 2018 avec l'Avenant 6, il y avait un cadre très strict avec évidemment information et consentement des patients qui est très importante, la connaissance préalable du patient par le praticien, par le médecin, le professionnel de santé était obligatoire sauf exception que vous connaissez sûrement, qui était... Non, pas tout de suite, s'il vous plaît, Yann, c'est un petit peu tôt. Merci. Yann, vous pouvez revenir en arrière? Oui, pardon. Est-ce que vous pouvez revenir encore? Yann? Oui. Pardon, merci. Voilà, merci. Donc, la connaissance préalable sur l'exception. La transmission médiatoire qui a été, pour le coup, modulée depuis la crise du Covid, que maintenant, la téléconsultation est possible par téléphone. C'était initialement autorisé dans les situations où il n'y avait pas de réseau Internet suffisant, mais là, il y a eu une tolérance beaucoup plus élargie pour faire des téléconsultations par téléphone, qui pose un souci en termes d'identité-vigilance et de traçabilité notamment, outre la communication non verbale qui est évidemment absente à ce moment-là. La confidentialité des échanges est un élément important et qui est fortement conseillé, si ce n'est imposé dans le cadre réglementaire depuis l'Avenant 6, qui peut avoir aussi eu quelques entorses dans la mesure où des médiums comme WhatsApp ou le téléphone ont pu être utilisés et n'ont pas cette garantie-là. Et la nécessité d'un compte rendu à chaque téléconsultation qui est normalement obligatoire et qui peut, par le biais des téléconsultations par téléphone également, avoir été un peu moins observé. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, ce qui change par rapport à une consultation présentielle, il y a deux aspects sur lesquels je pense qu'il faut poser un petit peu de temps en relation avec la qualité médicale. D'abord, c'est l'échelle de temps. Sur la colonne de présentiel, vous voyez, quand on parle délai d'attente de rendez-vous, c'est plusieurs jours, voire parfois quelques mois. Alors qu'en téléconsultation, on est plutôt à quelques heures en moyenne, voire même quelques minutes, exceptionnellement quelques jours. C'est quelque chose qui peut quand même influer positivement sur la qualité de l'interaction, puisque la demande est répondue plus rapidement. Le trajet pour se rendre au lieu de consultation, évidemment, ce n'est pas un sujet en téléconsultation, vu que c'est depuis les téléphones du patient, mais pour la consultation présentielle, il peut y avoir des heures de trajet qui pourraient de poser une demi-journée, par exemple. Lui aussi sur la qualité d'interaction, non seulement par le temps que ça prend, mais également par l'énervement que ça peut susciter, ou l'inquiétude, etc., d'être à l'heure ou d'être en retard.
La salle d'attente, qui est donc un moment d'attente, c'est généralement plusieurs minutes, voire parfois quelques heures en présentiel. En téléconsultation, l'échelle de temps est différente et la tolérance que l'on observe de la part des patients est plutôt de l'ordre des secondes à la minute, mais il n'y a vraiment pas question d'heures quand on est derrière un écran à attendre son praticien. Donc cette échelle de temps est tout à fait différente et peut impacter la qualité de la relation. Ensuite, le temps de la consultation lui-même, que ce soit l'installation en quelques minutes selon la mobilité du patient, et qui n'est évidemment pas un sujet en téléconsultation, puisque le patient est prêt. Le temps de l'anamnèse, dans les deux cas, quelques minutes, mais va pouvoir être enrichi dans le cadre de la téléconsultation, puisque le déshabillage, l'examen physique sont réduits si qui est absent pendant la téléconsultation, alors que là encore, il y a des minutes consacrées à ces activités-là. En consultation présentielle, sachant que beaucoup de patients n'arrivent pas à la fois à expliquer leurs problèmes et les déshabiller maintenant. Je pense que ça peut parler à certains médecins d'entre vous. Il est possible néanmoins d'avoir besoin de faire déshabiller le patient ou de faire un auto-examen physique qui peut prendre quelques instants, quelques minutes, puisque c'est vraiment ciblé sur une zone précise en téléconsultation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut varier également. Le temps des explications, a priori, est le même. Bien que le temps dédié à la téléconsultation étant censé être sensiblement le même que celui du présentiel, l'absence de temps dédié à le déshabillage à l'examen physique est fortement conseillé de se consacrer à l'explication ou à l'analyse. Donc un temps d'échange qui est bien plus qualitatif dans l'esprit des patients qui sont très souvent dans l'attente d'une explication. La rédaction des documents peut être accélérée en téléconsultation, puisque souvent les documents sont préparés, ou en tout cas sont préétablis. Ça peut aider aussi, ça peut être quelque chose qui fait gagner du temps. Et puis le passage par le paiement est souvent préalable à la téléconsultation, alors qu'elle est prise sur le temps de consultation en présentiel. Donc ce sont des éléments qui vont influer sur l'interaction avec le patient. Yann, si vous pouvez passer la slide suivante. Donc là, j'ai mis en place des éléments qui sont plutôt positifs dans la partie téléconsultation. Donc sur cet aspect du temps, sous réserve qu'on en ait conscience et qu'on maîtrise et qu'on ait une formation préalable à cette compréhension de l'usage du temps en téléconsultation, on peut le mettre dans le sens de une augmentation de la qualité de l'interaction. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, cette optimisation du temps permet la qualité de l'échange, puisqu'il y a la communication verbale et non verbale, mais il faut y être sensibilisé. C'est pour ça qu'on est plutôt partisans, nous, chez CARE, à une formation à la téléconsultation. Je pense que c'est de plus en plus répandu. On a un outil dédié, mais c'est de plus en plus répandu chez tous les utilisateurs de téléconsultation. Tout le monde a bien pris conscience qu'il y a un temps de formation qui peut être important pour maintenir, voire améliorer la qualité de l'interaction. Et ce temps qui va être accéléré, tant sur le délai du rendez-vous notamment, va permettre aussi un moindre renoncement aux soins, puisque l'accessibilité spatio-temporelle, dirons-nous, permet de passer un cap qui va peut-être pas être franchi en présentiel. Et dans ce sens-là, on a plutôt une tendance à penser que ça va dans le sens de la qualité des soins. Et la précocité, voire limiter le retard de la prise en charge, dans le même état d'esprit, permettrait aussi d'améliorer le pronostic, notamment dans les pathologies psychiatriques, par exemple, dont on sait que le seul facteur de... Voilà. Le seul facteur qui est associé à un meilleur pronostic en psychiatrie, à ma connaissance, c'est le temps entre l'apparition des symptômes et la prise en charge. Donc, plus on va pouvoir favoriser l'accès aux soins par le biais de cette hyper-accessibilité en téléconsultation, plus on va appuyer sur la qualité. Je vous demande à la slide suivante, Yann, s'il vous plaît. En termes d'information médicale, alors, il va y avoir un élément aussi qui peut être intéressant sur la différence entre présentiel et distanciel. Sur l'anamnèse, on peut avoir préalablement, par le parcours de la téléconsultation, proposer des questionnaires qui seront pré-remplis au moment où la téléconsultation commencera. Ça peut être le cas en présentiel, ce n'est pas toujours le cas. Et là, ça peut favoriser dans le cadre des téléconsultations, ça peut augmenter l'informativité.
De la même façon, on peut faire passer des informations sur le parcours du patient entre sa prise de rendez-vous et le début de la téléconsultation qui vont augmenter également l'informaticité de la téléconsultation, l'interrogatoire en verbal et évidemment comparable en présentiel et distanciel, sous réserve peut-être le temps du déshabillage qu'on n'utilisera pas en téléconsultation. C'est un temps un peu augmenté comme on a dit tout à l'heure. Pour ce qui est de l'information médicale par l'examen physique, l'observation générale de la personne qui rentre dans la pièce, tout à fait la provoquer en téléconsultation en demandant à la personne de se lever, mais cette demande évidemment, c'est pas quelque chose qui va être spontané à l'inverse du présentiel. Donc si on a une information à ce moment-là, c'est vraiment sur la demande du praticien et ça relève probablement de l'expérience et de la formation. Penser à faire cette demande. Ensuite, il peut y avoir des observations d'organes, évidemment, c'est pas bien entendu, mais si on veut pouvoir regarder une oreille ou un examen buccal, on peut, si on a accès à des objets connus, notamment via les téléconsultations pharmacie ou en EHPAD. Et ce sont donc des informations qui peuvent quand même être obtenues, même si évidemment ce ne sera pas la majorité des situations. Et là, pour le coup, en distanciel, c'est un élément qui manque. L'auscultation de la même façon pour les objets connectés. Si on a l'accès à un objet connecté, on a une auscultation cardio-pulmonaire qui est tout à fait comparable à celle qu'on peut avoir en présentiel. Pour la palpation, l'informativité est moindre que lorsque c'est fait par le professionnel de santé, mais on peut avoir des informations par l'autopalpation, notamment en déclenchant éventuellement des douleurs, des antéflexions, des mouvements du visage exprimant la douleur. Ça peut être des informations, mais effectivement, ce sera toujours moins fort, une informativité moins forte que la palpation du professionnel. Pour la prise de sang, que ce soit le poids, la taille, le périmètre crânien, la température, la tension, là encore, sous réserve qu'on ait un professionnel de santé pour aider à la manipulation de ces objets connectés, que ce soit en pharmacie ou en EHPAD. À part cette situation-là où on aura des informations comparables au présentiel, effectivement, ça peut manquer dans la majorité des téléconsultations. Les examens complémentaires sur place, de type bandette urinaire, prélèvement pharyngé, effectivement, ça ne sera possible là encore que dans le cadre des pharmacies, éventuellement des EHPAD qui seraient équipés, mais c'est bon, pas dans la majorité des téléconsultations, mais vous voyez, dans les situations d'accompagnement avec un professionnel de santé sur place et des objets connectés, on se rapproche quand même très fort de la formativité du présentiel. Et évidemment, les informations non cliniques qui sont... Alors, je parle des informations non cliniques parce que je trouve qu'elles sont intéressantes. C'est des gens qui ont fait de la consultation à domicile, savent de quoi on parle. La visibilité dans son environnement personnel est tout à fait intéressante et peut apporter des informations qu'on n'a pas du tout en présentiel, parce que les patients ne se déplacent pas avec leur intérieur et s'habillent ou ont une apparence qui est calculée, on va dire, pas mal intentionnée du tout, mais qui est son apparence de vide et celle qu'on veut présenter aux autres, alors que lorsqu'on est vu dans son intérieur, dans son intimité, on a une image qui peut apporter des informations cliniques intéressantes. La diapositive suivante, s'il vous plaît, Yann. Donc là, vous voyez, la balance est plutôt dans les deux aspects. Effectivement, pour ce qui est de l'observation d'organes, l'auscultation et de la palpation, on a quand même encore une pertinence, bien sûr, au présentiel. C'est ce qui fait que la téléconsultation ne peut pas se substituer à la consultation présentielle dans toutes les situations et que cela dépend du motif de recours. Mais on a quand même beaucoup d'informations possibles en distanciel si on sait utiliser. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas une informativité nulle, c'est une informativité qui peut être moindre, mais non nulle, et à condition d'être formé, notamment à impliquer le patient dans l'apport d'informations, le mobiliser, lui faire se palper, etc. Et en comprenant, évidemment, à appui sur des objets connectés, des professionnels de santé accompagnants qui vont valoriser ces informations. Slide suivante, s'il vous plaît. C'est bientôt fini. Sur la sécurité, il est très important de maintenir un niveau d'information et de sécurisation des documents parce que c'est directement lié à la qualité de l'interaction et du soin. Donc toutes les solutions qui sont validées pour la téléconsultation respectent les recommandations de la clinique du RGPD et d'hébergement des données de santé. Et pour ce qui est il est très important, et ça relève là encore d'une certaine formation à la téléconsultation, de prendre le temps de vérifier l'identité des patients qui sont face à nous, que les ordonnances soient sécurisées. Ça, c'est un sujet qui est un gros sujet avec le Conseil de l'ordre des pharmaciens. Il faut vraiment qu'on arrive à harmoniser la sécurisation des ordonnances et puis la signature numérique.
Il y a également un élément qui rentre dans l'interaction et dans la qualité médicale, ce sont les nouveaux comportements qui apparaissent par le biais de cette téléconsultation qui n'existent pas préalablement du fait de cette hyperaccessibilité. Le fait d'un rendez-vous qui sera pris tôt dans la symptomatologie, ça peut être très intéressant lorsque la pathologie est sévère et d'évolution rapide. Ça peut être un peu trop tôt parfois, en tant que pédiatre, donc une pièce qui démarre il y a 2 heures, mais pas aussi informatique, parce qu'il y a 48 heures d'évolution. C'est vrai qu'il faut savoir faire la part des choses dans cette hyperaccessibilité au niveau du temps de la symptomatologie. Ensuite, pour ce qui est de l'hyperaccessibilité, c'est comme toujours, c'est rapidement pris, rapidement oublié parfois. Il y aura des téléconsultations manquées, mais à contrario, il peut aussi y avoir l'opportunité à travers une téléconsultation de combler un créneau de présentiel qui aurait été annulé ou manqué, que c'est la thérapie à mettre en place. Donc ça peut être intéressant côté professionnel de santé aussi. Ensuite, l'environnement du côté patient qui est instructif, comme je disais tout à l'heure, en fonction du contexte qui l'entoure, et parfois, à l'inverse, être suboptimal. C'est-à-dire que le patient, lui, ne sera pas forcément formé à la téléconsultation et n'aura pas préalablement pris la peine d'être dans une pièce confinée, avoir un espace de confidentialité. Et il peut y avoir des éléments perturbateurs qui vont venir interagir et perturber un peu l'interaction. Il faut pour cela que le professionnel de santé soit formé à ces événements-là et qu'ils apprennent à ne pas être perturbés par ces événements-là et les solutions travaillent pour essayer de diminuer en informant les patients en amont. Il y a également un risque de nomadisme médical avec la possibilité de prendre des rendez-vous assez proches et assez nombreux, mais ça, évidemment, c'est limité par la prise en charge de la sécurité sociale. Mais c'est aussi parfois l'occasion d'une accélération du parcours de soins avec une succession d'avis nécessaires qui peuvent se faire assez proches et qui peuvent avoir un accueil qualitatif. Enfin, dans les nouveaux comportements, il y a l'interface numérique distancielle, le fait qu'il peut y avoir une perte de repère d'image pour le patient, il peut avoir du mal à restituer l'interlocuteur qu'il a en face comme étant un professionnel de santé en qui il peut placer sa confiance. C'est très important pour cela que les professionnels de santé soient formés à être à incarner sa profession à travers une tenue, un environnement, un éclairage, un fond visuel qui vont valoriser et ne pas troubler l'attention du patient. Et cette interface numérique peut parfois lever certains freins côté patient pour le bien. Pour le moins bien, il peut y avoir des désinhibitions comme sur tous les réseaux sociaux, mais il peut surtout y avoir pour le bien des levées d'inhibitions qui vont permettre de reprendre un accès au parcours de soins, comme l'exemple d'une jeune fille qui voudrait une première contraception mais qui a peur d'être examinée par un médecin ou par un gynécologue, sera rassurée à travers l'écran, comme quelqu'un qui serait phobique, qui serait agoraphobe, qui serait cloîtré chez lui, ne voulant pas sortir, à travers un écran, va pouvoir reprendre pied dans le parcours de soins parce qu'il sera dans son environnement rassurant et pourra quand même parler avec un professionnel de santé. Donc il y a toujours du positif à sortir de ces nouvelles interactions, mais il faut savoir justement les utiliser, pas tomber dans les pièges inverses qui peuvent être générés par ces nouveaux comportements. Slide suivante, s'il vous plaît, Yann. Donc, en conclusion, la distanciation et le numérique ne dégrade pas forcément la qualité de l'interaction médicale, car l'essentiel des interactions est conservé. Il faut cependant connaître les limites pertinentes de son usage et ne pas chercher à outrepasser. Pas question de penser faire un diagnostic d'appendicite à travers un écran, mais si on sait les limites, on peut tout à fait être pertinent et répondre à des tas d'interrogations et de besoins du patient. En conclusion, et je pense que ça c'est vraiment l'élément clé, la téléconsultation ne se substitue pas à la consultation présentielle, mais elle la complète utilement. Je vous remercie. Ça, il y a des questions. Il y a des questions dans la salle? Il y a quelqu'un qui a peut-être une question. Ah non, pas de question. Très bien. Écoutez, je ne sais pas quelle est l'expérience de chacun vis-à-vis de la téléconsultation, si vous en êtes déjà des utilisateurs chevronnés ou pas. Mais il faut vraiment, maintenant je pense que tout le monde a eu une occasion plus ou moins efficace de le tester, mais il ne faut pas s'arrêter à des expériences très malheureuses parce que c'est vraiment un outil formidable dès lors qu'il est utilisé de façon pertinente, mais comme n'importe quel outil en médecine. S'il est utilisé en dehors de sa destination et en dehors
de sa pertinence. Vous avez vu la dernière question, quelle est la durée moyenne de la téléconsultation? Alors, moi, je n'ai pas vu. En fait, la téléconsultation, vous pouvez fixer la durée que vous souhaitez. Vous pouvez la garder de la même durée que vous avez en consultation présentielle ou la faire beaucoup plus courte. Et en pratique, c'est souvent une histoire ça dépend du motif de recours. Donc, si vous êtes à voir vos patients en alternance entre présentiel et téléconsultation, il y aura probablement plutôt des téléconsultations de 5 minutes, parce que ce sera des sujets un peu rapides sur des patients que vous connaissez déjà, que vous allez examiner ou que vous allez pouvoir examiner. En revanche, si vous êtes dans la situation d'un patient que vous n'avez jamais vu, il est préférable de prévoir 15 ou 20 minutes pour une consultation de médecine générale, voire 30 minutes pour une consultation spécialisée. Il y a une question au-dessus. C'était juste pour rappeler la question d'Alain Bregler sur le chat, en fait, qui était intéressante, je trouve, sur la prescription. Alors, je suis désolée parce que je n'arrive pas à déployer le chat, donc si vous pouvez me la redire. Alors, je me permets, Monsieur Bregler, pardon. Oui, pas oui, ma question, avec plaisir. c'est la sienne. Quid de l'absence de réglementation sur la e-prescription, mettant les pharmaciens en difficulté éthique et avec les CPAM qui sont libres ou pas d'accepter la prise en charge des médicaments délivrés. Donc vraiment sur la e-prescription et sur le fait qu'on a appris dernièrement qu'elle allait être retardée encore. Alors, c'est un vrai sujet pour nous. C'est un vrai sujet. Toutes les sociétés de téléconsultation sont concernées par le sujet et ont déployé des efforts très différents, mais à visée complémentaire pour essayer de sécuriser ces ordonnances. Chez CARE, on a un QR code que le pharmacien est invité à scanner pour bloquer l'ordonnance comme étant délivrée. Et si un autre pharmacien casse le QR code sur cette ordonnance ou sur une copie de cette ordonnance qui aura le même QR code, il verra marqué que c'est déjà délivré. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas des consignes claires de la part de la CPM et éventuellement avec le conseil de l'ordre des pharmaciens, ça relève vraiment de la création, disons, de la créativité de chaque solution de téléconsultation. Pour ce qui est de la prescription, je pense que c'est reporté à fin 2024, qui est assez loin par rapport à ce qu'on en a comme usage aujourd'hui. Donc effectivement, on fait vraiment appel à la vigilance de chacun. C'est-à-dire que d'abord, les cartes vitales, la traçabilité des médicaments sont un élément très important. Bien entendu, ceux qui ont des intentions malveillantes en termes de mésusage d'ordonnances ne vont pas présenter leur carte vitale. Et donc c'est vraiment par la vigilance des pharmaciens et on a régulièrement des pharmaciens qui reviennent vers nous, nous posant des questions et on peut rapidement leur répondre, rentrer en contact avec le médecin qui a été prescripteur ou à l'inverse, on retrouve cette classification. Alors c'est tout à fait exceptionnel, mais effectivement ça arrive. Donc c'est comme dans la vraie vie, on peut avoir des ordonnances qui ont été envoyées par mail ou par fax, qui peuvent avoir perdu l'aspect technique papier qui peut sécuriser et du coup susciter des malfaçons, enfin des contrefaçons. Il faut être pour l'instant la seule chose qu'on peut faire, c'est d'être très très vigilant et nous d'un point de vue technique, chacun développer des processus spécifiques à chaque société. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je suis désolée, je ne sais pas voir. Non, je ne la vois pas. C'est dans le chat public en bas à gauche de votre fenêtre. Ah oui, je sais, mais j'arrive pas à déployer en fait. Avec les flèches bleues. Blanche ou bleu. Oui, tout à fait, absolument. Alors, il n'y a pas de questions, la durée moyenne, tout à fait bon. Écoutez, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de congrès. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez nous trouver sur care.fr.